Ce qu'ont dit le président du Parlement iranien et les principaux négociateurs de la délégation iranienne. Mohammad Bagher Khalibaf a déclaré que le détroit d'Ormuz ne serait pas rouvert tant que les sanctions sur le pétrole n'auraient pas été levées, que les avoirs gelés n'auraient pas été débloqués, que le blocus naval américain n'aurait pas pris fin et que la guerre ne serait pas terminée sur tous les fronts. Et l'Iran est prêt à infliger une défaite encore plus lourde à l'ennemi. Voilà ce qu'il a dit. Et la question du détroit d'Ormuz reste le principal problème. Donald Trump, hier et avant-hier, parlait du détroit. Il veut annexer le détroit d'Ormuz. C'est pourquoi beaucoup de gens diraient qu'une nouvelle guerre est peut-être en train de se préparer. Et ce ne sont pas des experts militaires ou politiques qui le disent. Ils pensent que les États-Unis se préparent à attaquer de nouveau l'Iran. À quel point l'Iran est-il préparé aujourd'hui? Et que se passe-t-il concernant ce détroit? Est-il ouvert? Est-il fermé? Est-ce que l'Iran contrôle ce détroit? Hier, l'un des pétroliers des Émirats arabes unis a été touché ou saisi près de l'île de Keshm. Que sait-on de cette affaire? De manière générale, très peu de pétrole quitte le détroit d'Ormuz. Celui qui y passe le fait avec le consentement de l'Iran. Pour l'essentiel, les Iraniens laissent passer les pétroliers appartenant à des pays amis de l'Iran ou à des pays qui n'ont pas fait la guerre à l'Iran. Et sur la base de certains mini-accords avec des pays de la région, ils laissent parfois passer un peu de pétrole le long des côtes omanaises. Mais cela fluctue. La posture défensive de l'Iran est passée à une défense offensive. Autrement dit, j'ai lu quelque part que la doctrine militaire iranienne était passée de défensive à offensive. Non, ce n'est pas le cas. La doctrine militaire de l'Iran reste défensive. Mais pour se défendre, l'Iran prévoit d'être offensif contre l'agresseur, c'est-à-dire les États-Unis, le régime israélien et les forces supplétives de la région qui ont pris part à cette guerre, comme les Saoudiens et les Émiratis, les Koweïtiens, les Bahreïnis, les Qataris et bien sûr le régime jordanien. Tous ont été profondément impliqués dans la guerre. Même Oman l'a été, dans une moindre mesure. Et presque tous ont en réalité financé la guerre, parce qu'ils paient les dépenses américaines sur les bases que les États-Unis occupent dans leur pays. C'est unique. À ma connaissance, aucun autre pays au monde ne fait cela. Dans aucune autre région du monde, des pays ne font une chose pareille. Ils paient les États-Unis pour avoir une base, puis ils en paient les frais. Et dans le cas de notre guerre, les dépenses étaient bien plus élevées que d'habitude, parce que les États-Unis avaient amené énormément d'équipements et qu'il se passait beaucoup de choses. À un moment, pendant la guerre, ils ont même manqué de liquidités à remettre aux Américains. C'est dire à quel point cette guerre leur a coûté cher. Donc la posture militaire de l'Iran en réaction à la guerre et à l'agression américaine qui se poursuit est devenue offensive. Mais cela reste une doctrine défensive. Mais s'agissant des spéculations, hier, Donald Trump a dit qu'il allait bombarder Oman. Il semble qu'il ne soit pas satisfait de quelque chose. De quoi s'agit-il? Parce que c'est la deuxième fois qu'il en parle. Eh bien, il y a quelque temps, nous avions un accord avec Oman. Enfin, les négociations étaient plus ou moins terminées, mais il fallait ensuite apporter quelques modifications au texte pour finaliser le tout. C'est donc là que nous en sommes. Trump essaie de faire pression sur Oman pour qu'il ne conclue pas d'accord avec l'Iran. Mais l'Iran reste ferme. Comme vous l'avez souligné, le négociateur en chef, le Dr Gandibov, a déclaré aujourd'hui que tant que toutes les guerres ne seront pas terminées en Palestine, au Liban, au Yémen et en Irak, et tant que les avoirs iraniens volés ne seront pas restitués, que les sanctions sur les exportations de pétrole iranien ne seront pas levées
et que le siège ne sera pas levé, il n'y aura pas d'accord. L'Iran ne le fera pas. C'est donc la déclaration finale. So that's the final statement. And the United States is Et les États-Unis vont devoir l'accepter. Sinon, le statu quo perdurera, et l'économie mondiale, comme l'économie américaine, en subira les conséquences. Voilà où nous en sommes. Si Oman accepte les conditions que les Iraniens jugent acceptables, alors nous pourrons passer à l'étape suivante. Mais en aucun cas, l'Iran ne changera de position sous la pression des États-Unis sur Oman. Mais cela montre à quel point les États-Unis sont désespérés, irrationnels, barbares et peu dignes de confiance, puisqu'ils seraient prêts à bombarder ou à menacer de bombarder des pays amis. Et ce n'est pas la première fois. Un autre exemple, bien sûr, c'est la Corée du Sud. Puisque la Corée du Sud ne voulait pas participer à l'agression contre l'Iran, à la guerre illégale contre l'Iran, comme presque tous les autres pays. À l'exception des alliés des États-Unis dans la région, elle est maintenant punie. On lui retire donc ses systèmes de défense aérienne pour les transférer afin de protéger le régime israélien. Et puis, soudainement, on interrompt ou on met fin aux manœuvres militaires conjointes, tandis que Trump fait l'éloge du gouvernement nord-coréen. Bien sûr, les Nord-Coréens ne sont pas des enfants. Ils savent que Trump n'est pas quelqu'un à qui l'on peut faire confiance et qu'il dira tout autre chose demain ou après-demain, selon ses sautes d'humeur. Donc, d'un côté, il s'est mis à dos et a irrité des gens en Corée du Sud. Et il ne fait aucun doute qu'en Corée du Nord, ils ne vont pas être naïfs au sujet de Trump et de ses intentions. Je me souviens que lors de son premier mandat, quand Trump a rencontré le dirigeant nord-coréen, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a ensuite rencontré des diplomates iraniens. Peut-être que c'était en Iran, je ne sais pas. Et les Iraniens lui ont demandé comment s'est passée la rencontre. Et il a répondu, quand Trump était dans la pièce, il n'y avait rien. Il parlait de façon positive. Et dès qu'il quittait la pièce, les gens qui étaient aux commandes, Pompeo et les autres, redevenaient aussi odieux, aussi sinistres et aussi agressifs qu'ils l'avaient toujours été. Ils ont donc déjà leur expérience de Trump. Tout ce que fait Trump, c'est antagoniser tout le monde. Hier, il a choisi 2 pays, Oman et la Corée du Sud. Oui. Et que savons-nous du reportage de Reuters? Il dit que l'Iran va faire quelque chose concernant le blocus et qu'il va agir militairement. Il dit que l'ère de la défense est terminée, que notre stratégie s'est orientée, vous l'avez mentionné, vers une offensive à grande échelle et que nous allons pousser la situation jusqu'à un point critique. Et tout cela concerne le blocus américain. Pensez-vous qu'avec le temps, supposons que les États-Unis décident de rester là, de maintenir le blocus et de faire pression sur l'Iran, comment l'Iran réagirait-il à long terme? Eh bien, tout d'abord, vous savez, indépendamment de ce qui a été dit, mettons cela de côté un instant. Reuters n'a absolument aucun accès aux hauts responsables iraniens. Et Reuters, surtout Reuters Persian, ou les personnes qui s'occupent de la rubrique Iran, ou peu importe comment ça s'appelle, n'ont absolument aucun accès. Donc chaque fois qu'ils disent que des hauts responsables iraniens anonymes ont confié quelque chose à Reuters, ils mentent. Et j'ai de nombreux exemples. Vous savez, je n'ai jamais été au gouvernement, mais à 2 occasions, enfin, à 3 occasions à Islamabad, pour une journée. Mais à 2 occasions, j'ai accompagné les négociateurs iraniens. C'était pour les négociations nucléaires, les 2 fois. L'une de ces fois, le docteur Zarif était là. J'étais son conseiller média. Il voulait que je fasse partie de l'équipe, ou que je sois le porte-parole. Et j'ai dit que je préférerais être simplement conseiller média, tout en restant indépendant. Comme ça, je peux dire les choses plus facilement, vous savez, sans avoir de limites ou avec moins de limites.
Sur les deux sujets donc, j'ai de l'expérience avec Reuters et avec les négociations nucléaires. Reuters a menti à de nombreuses reprises, notamment en 2015, lorsque le Dr Zarif négociait. Dès que Reuters écrivait de hauts responsables iraniens, j'allais voir le Dr Zarif et il me disait « c'est n'importe quoi ». Et plus tard, lorsque le Dr Bagheri négociait sous la présidence de Raisi avant son martyre, j'ai eu la même expérience. Reuters publiait des absurdités. J'allais demander au Dr Bagheri et il me répondait « c'est n'importe quoi ». Alors, ne faites jamais confiance à Reuters. Et ce n'est pas seulement Reuters, il y a aussi le New York Times. Ils font souvent ça. Enfin, les autres le font aussi. Mais ces deux-là, vous savez, j'en ai de très mauvais souvenirs. Rappelez-vous, le New York Times, je crois, citait plusieurs sources, affirmant que l'ayatollah Khamenei était sur son lit de mort. C'était il y a quelques années. Et puis, vous savez, des gens me contactaient, des journalistes étrangers, et me disaient « Oui, maintenant qu'il est en train de mourir, qu'est-ce que l'Iran va faire ?» Et moi, je répondais « Qui dit qu'il est en train de mourir ?» Et vous savez, tout le monde l'acceptait parce que c'était dans le New York Times et qui parlait de sources multiples. Puis, littéralement, quelques jours plus tard, il marchait, il parlait avec des gens près de son bureau, et, vous savez, il s'entretenait avec des gens. Ça montre simplement à quel point ils ont peu d'accès, à quel point ils ont peu de renseignements, et à quelle fréquence ils mentent. Et maintenant, ce qu'ils font souvent, et j'en ai encore fait l'expérience ces derniers jours, c'est qu'ils citent des sources, de hauts responsables. Mais voilà, puisque ces choses sont connues, elles paraissent dans les médias persans, dans les médias iraniens. Ensuite, ils reprennent cela et disent qu'un haut responsable iranien a déclaré telle ou telle chose. Autrement dit, comme c'est écrit en persan, pour l'essentiel, ils le prennent dans les médias iraniens. Puis ils disent simplement « de hauts responsables iraniens nous l'ont dit ». Les gens ne devraient donc pas utiliser ces sources ni leur faire confiance. Mais concernant la position de l'Iran, comme je l'ai dit plus tôt, la posture militaire de l'Iran est défensive. Cela n'a pas changé. Sa doctrine militaire, je dois le préciser, est défensive. Mais elle sera défensive de manière offensive face à l'agresseur. Autrement dit, face aux États-Unis et à ceux qui mènent des attaques contre l'Iran, à ceux qui pratiquent une guerre de siège contre l'Iran. L'Iran va désormais adopter une posture offensive tout en se protégeant. Il y a donc un changement important à cet égard. Maintenant, comment cela va se traduire, je ne le sais pas. Mais je pense que les Iraniens vont se montrer plus fermes, à bien des égards, que ce soit concernant le détroit d'Ormuz ou d'autres politiques. Je pense que nous allons le voir clairement, car les déclarations publiques de Mohsen Rezaei, le général de division Mohsen Rezaei, nouveau président du Conseil suprême de la sécurité nationale, sont clairs. Et il est évident qu'il a été choisi à la fois parce que c'est un homme d'influence. Il a occupé des postes très importants au fil des années. C'est un gestionnaire efficace. C'est lui qui, en substance, a fait des gardiens de la Révolution ce qu'ils sont aujourd'hui. Au début de la guerre, c'était une très petite organisation avec quelques armes légères. Puis il en a fait la force puissante qu'elle est aujourd'hui, qui combat aux côtés de l'armée régulière. C'est donc un gestionnaire très efficace, très influent, et ses positions sont claires pour tout le monde. La position de l'Iran va donc être différente de ce qu'elle était auparavant. Son attitude va être différente. Et je pense que les médias occidentaux, du moins d'après ce que j'ai vu, l'ont bien compris. Qu'en est-il du protocole d'accord de ces 60 jours qui était censé permettre aux États-Unis et à l'Iran de parvenir à une forme d'accord ou de faire quelque chose pour passer à l'étape suivante? Cela ne s'est pas produit.
et nous avons eu le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères qui a déclaré que cela ne signifiait pas qu'il n'y avait aucune mention d'une échéance pour ce protocole d'accord. Ce qui veut dire qu'il peut être prolongé et que cela dépend des deux parties si les discussions ont lieu. Que sait-on de la position des Iraniens sur ce protocole d'accord? Eh bien, le protocole d'accord est aujourd'hui de fait mort. Mais les Iraniens ont dit que si l'on veut un jour parvenir à une normalisation dans le Golfe Persique et le détroit d'Ormuz, tous les engagements prévus dans ce protocole d'accord doivent être mis en œuvre. Les États-Unis ne pourront donc pas obtenir une normalisation dans le détroit par un nouvel accord qui leur demanderait de faire moins que ce qu'ils étaient censés faire. Les Iraniens ont été clairs dans leur interprétation du protocole d'accord. Certains disent que les récentes déclarations de l'Iran vont au-delà du protocole. Je ne le vois pas ainsi. C'est le protocole d'accord. Mais les Iraniens ont dit que tous les avoirs de l'Iran devaient être remis au lieu d'en remettre, disons, la moitié au début et l'autre moitié plus tard. Mais surtout, toutes les guerres dans la région doivent prendre fin. C'est dans le protocole d'accord. Et je le dis depuis le début. Vous vous souvenez, j'ai dit que lorsque l'Iran a mentionné le Liban dans l'article 1er, il a aussi parlé de tous les fronts. La raison pour laquelle le Liban a été cité, et pas Gaza ni le Yémen, c'est que la guerre faisait rage au Liban. Cela a donc été dit spécifiquement pour souligner ce qui se passait au Liban. Mais il n'était pas seulement question du Liban. Il était question du Liban et de tous les autres fronts. Cela signifie que le Liban n'est pas le seul endroit concerné. Mais les Iraniens ont maintenant dit très clairement que ces autres fronts sont la Palestine, le Yémen et l'Irak. Les États-Unis vont donc devoir remplir leurs obligations. Sinon, il n'y aura pas de normalisation. Quoi qu'il arrive, les Iraniens feront en sorte que le détroit d'Ormuz ne soit pas ouvert tant que le génocide à Gaza ne prendra pas fin, tant que l'occupation au Liban ne prendra pas fin, tant que les civils yéménites continueront d'être tués et tant que la guerre et l'agression des États-Unis en Irak ne prendront pas fin. Il n'y aura pas une normalisation. Nous avons eu une attaque au Kurdistan irakien. Le bureau de Mansour Barzani a été attaqué et c'était des drones. Ils ont utilisé des drones pour frapper la cible et ils ont dit que c'était iranien. Plus tard, nous avons appris du ministre iranien des Affaires étrangères qu'il disait « Nous n'avons pas fait ça ». Et en fait, l'Iran, a-t-il dit, les a aidés à se défendre et ne les attaquait pas. Qui manipule la situation en Irak? Si c'est le cas, la question serait « Qui fait ça ?» Eh bien, vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, le gouvernement irakien a déclaré avoir arrêté des personnes liées à l'Ukraine, qui lançaient des drones contre toutes sortes d'entités, essentiellement pour créer de la confusion, des divisions, de la colère et de l'hostilité. Cela aurait donc pu être lié au même projet. Mais il est évident que l'Iran ne mènerait pas une telle opération. D'abord, l'Iran revendique toujours ses opérations. Ensuite, l'Iran n'a pas fait cela au Qatar. Il ne l'a pas fait non plus à l'Arabie Saoudite, aux Émirats, à Bahreïn ou au Koweït, alors même que ces pays ont largement participé à la guerre contre l'Iran. C'étaient des co-conspirateurs. Ils menaient une guerre contre l'Iran, mais l'Iran n'a jamais bombardé les palais de ces dictatures. Ces dictateurs, ces dirigeants familiaux, n'ont jamais été menacés par l'Iran. Il est donc évident que l'Iran n'avait rien à voir avec cela. En revanche, quelqu'un qui veut semer le trouble en Irak ou entre le gouvernement local du nord de l'Irak et l'Iran a commis cet acte pour créer des tensions. L'Iran n'a aucun intérêt à faire une chose pareille. Je veux dire, l'Iran frappe les groupes terroristes dans le nord de l'Irak et continuera de le faire.
L'Iran n'a aucun intérêt à lancer des drones contre ces deux bureaux.